Notre sire, le roi Philippe le Bel, est mort. 29 novembre 1314. Depuis la veille, une éclipse de soleil a plongé le royaume dans l'ombre. Il a neigé. Et lorsque la lumière revient, la France est seule. Après 29 années d'un gouvernement sans faiblesse, le roi de fer vient de trépasser, frappé au cerveau. Sa mort suit à moins de 6 mois celle du garde des Sceaux, Guillaume de Nogaret, et à 7 mois celle du pape Clément V. Ainsi semble se confirmer la malédiction lancée du haut de son bûcher par le grand maître des Templiers. Pape Clément, chevalier Guillaume de Nogaret, roi Philippe, avant 1 an, je vous cite à comparaître au tribunal de Dieu. Maudits, vous serez tous maudits jusqu'à la 13e génération. Courage! Le roi n'est plus. 2 de ses plus jeunes fils sont là. Philippe, comte de Poitiers, et Charles de France. Et voici le successeur, le fils aîné, Louis de Navarre. Depuis 2 jours, il est en prière auprès du cadavre embaumé de son père. Il vit, il respire, il mange en quelque sorte pour le mort, à sa place. Ainsi, le principe royal ne connaît-il aucun chevauchement, aucune césure. Louis a les épaules maigres et la poitrine creuse. Il s'apprête à régner, à devenir Louis X, le hutin, le disputeur. 3 places vides, celle de Marguerite, épouse de Louis de Navarre, de Jeanne, épouse de Monseigneur Philippe, et de Blanche, épouse de Monseigneur Charles. Convaincus d'adultère, les 2 premières sont emprisonnées dans la forteresse de Château-Gaillard. La 3e, condamnée pour ses complaisances coupables, se morfond dans le donjon de Dourdan. Forts les morts, les suppliciés ou les emmurés, tous les autres sont là. Monseigneur Charles de Valois, frère du feu roi. Enguerrand de Marigny, son coadjuteur. Mao d'Artois. Robert d'Artois, la tante et le neveu, les 2 ennemis jurés. Bouville, le fidèle. Le banquier Ptolomei. Ce couple d'amoureux, c'est Guccio, le neveu de Ptolomei et Marie de Cressé. Quelques visages nouveaux, parmi ceux-ci un cardinal, une reine de Hongrie, un geôlier, une lingère. Ils entreront en scène de plein pied à leur heure. Et, comme toujours, de ci de là, quelques hommes ou femmes du peuple, la France. Il faut être robuste pour être roi, avait coutume de dire Philippe le Bel. Louis en faisait la rude expérience. Quand il levait les yeux, Louis croyait entendre la grande voix du monarque défunt tomber sur lui comme elle le faisait durant les conseils. Louis, taisez-vous. Vous l'avez vu devenir roi. Qu'a-t-il fait? Qu'a-t-il dit? Il a pris sa charge d'un coup. Notre sire, le roi Philippe le Bel, est mort. Il est mort. Enfin, il est mort! Non! Un miroir. La première chose que je veux, c'est un miroir. Crois-tu que nous serons belles à nouveau? Nous serons libres. Nous sommes libres. Je suis reine de France. Madame! Monsieur Abersuet, savez-vous qui désormais vous gardez? Je le sais, madame. Depuis que le chevaucheur qui allait vers Cricbeuf et Rouen nous l'a annoncé. Et depuis, je ne cesse d'y penser. Voilà 7 mois que je suis recluse ici.
Je n'ai point de linge, point de meubles, point de draps. Je mange la même bouillie que vos archers. Et je n'ai qu'une heure de feu par jour. C'était les ordres de Messire de Nogaret. Messire de Nogaret est mort. Monseigneur de Marigny est toujours vivant, madame. Il commande les prisons comme il commande toutes choses dans ce royaume. Et je dépends de lui pour tout. On ne vous a point porté de nouveaux ordres? Aucun, madame. Messire Bersumé! Je ne suis ici que par la haine que me vouait le roi Philippe qui vient de mourir. C'est terrible, messire, la haine d'un roi. Rien n'est pire, sinon la haine d'une reine. Monsieur le contre-Robert d'Artois. Je suis le comte Robert d'Artois. Robert, mon cousin. Oui, votre cousin, mesdames. Et votre serviteur. Bien voyez, mon cousin, ce qu'on a fait de nous. Même pas un siège à offrir à un seigneur de votre poids. Capitaine. Monseigneur? Il n'y a donc pas de feu ici? Non, monseigneur. Mais qu'on en fasse. Et les meubles, où sont-ils? J'avais des ordres. Eh ben, qu'il y en a d'autres. Un lit, des chaises, des flambeaux, et vite. Et à manger. De grâce. Comment à manger? Mais bien sûr. Des pâtés, des rôts, des légumes frais, de bonnes poires d'hiver et des confitures. Mais... Et du vin! Beaucoup de vin! Mais monseigneur... Non mais il est sourd ou quoi? Monseigneur? Marguerite. Vos cheveux. Quoi, mes cheveux? Sont-ils bien fournis à nouveau? Que faut-il vous montrer d'autre, mon cousin? Mais je ne voulais pas vous offenser, ma cousine. Simplement savoir si vos cheveux étaient redevenus assez longs pour que vous puissiez vous présenter au monde. Qu'êtes-vous venu me dire? Je suis venu vous délivrer un message. De qui? De Louis, votre époux, notre roi désormais, et de notre bon cousin, Monseigneur de Valois. Mais j'ai ordre de ne parler qu'à vous seul. Certes, je vais me retirer. Mais auparavant, mon cousin, un seul mot. Oui? Charles, mon mari, que pense-t-il de moi? Depuis Pontoise, on ne l'a jamais vu gai comme avant. Je crois qu'il vous regrette, en dépit de ce qu'il a souffert par vous. Pensez-vous qu'il me pardonne? Ça dépend beaucoup de votre cousine. Ah, même avec de la lumière, je ne me plais guère dans ce logis. Et puis on y gèle. Ce n'est pas moi qui l'ai choisi. Alors, ce feu! Ah, rien n'est plus abrupt, ma cousine, quand on a dormi prince, que de s'éveiller roi. La tâche de Louis est rude, et il a les épaules maigres. Je ne vous surprendrai pas en vous disant que ce sont Enguerrand de Marigny et Charles de Valois qui dirigent les affaires. Pas ensemble. L'un contre l'autre. Vous savez de quel côté je penche? Enguerrand gouverne avec les épiciers, Valois avec les barons. Louis me hait-il toujours? Ah, ça, il vous hait bien. Mais depuis qu'il est roi. La paire de cornes dont vous l'avez décoré le gêne un peu pour poser par-dessus la couronne de France. Que veut-il?
Il voudrait l'annulation de votre mariage. L'annulation. Qui la demande? Et s'il la demande, il ne l'obtiendra pas. Car l'adultère... N'est pas un motif d'annulation aux yeux du Trois Canons. C'est absurde, mais c'est ainsi. Eussiez-vous eu 100 amants. Oh, ne me donnez pas trop de regrets, mon cousin. Alors, Monseigneur de Valois a imaginé une façon de vous tirer d'affaire. Louis ou moi? Tous les deux. Vous acceptez de reconnaître que votre fille Jeanne n'est pas de Louis. Vous affirmez que vous vous êtes toujours refusé de corps à votre époux. Ainsi n'y a-t-il pas eu vraiment mariage. Et l'annulation va de soi. Et que m'offre-t-on en échange de ma complaisance? Il y a de confortables couvents dans votre Bourgogne. On vous conduit dans l'un de ceux-ci jusqu'à ce que l'annulation soit prononcée. Et ensuite? Ensuite, eh ben, ma cousine, vous vivrez où il vous plaira. Et avec qui il vous plaira. Un bien gros mensonge que vous me demandez là, mon cousin. Mentir, quand on est femme. Êtes-vous bien sûr que ce soit la volonté de Louis? Il me l'a exprimé, sitôt son père froid. Qui vous dit, mon cousin, que 7 longs mois de réclusion ne m'ont pas donné l'horreur du mensonge? Ah. Alors je vous laisse avec votre conscience. Et je vais dormir une petite heure. À nous revoir pour dîner, ma cousine. Oui, sire. Est-ce toujours Dame Eudeline qui veille au linge du palais? Oui, sire, je crois. Eh bien, sachez-le. Et si c'est elle, faites l'acquérir aussitôt. Monseigneur Louis. Je veux dire, sire. Je savais bien qu'il ne fallait pas vous mettre de draps neufs. On y dort mal. Je vous ai porté des draps souvent lavés et fins. Ce n'est pas pour les draps que je t'ai fait venir. Ta fille, où est-elle à présent? Chez ma mère, qui l'élève. Pourquoi ne l'as-tu pas gardée ici? Elle ressemblait trop à son père. Est-ce vrai? Oh oui. Celle-là, au moins, je peux penser qu'elle est de moi. Oh certes, monseigneur, elle est bien de vous. Et chaque jour qui passe, son visage devient encore plus pareil au vôtre. Tu te souviens de la galerie? Comment t'avais-je présenté ça? Oh, très honnêtement, sire, vous m'avez ordonné « Apprends-moi l'amour ». Quel âge avais-tu? J'allais sur mes 20 ans. J'en avais 15. C'était la première fois. Je t'ai fait mal? Non. Je t'ai fait du bien? Pas tout de suite. Après, oui. Et ton greffier de mari, qui te trouvait grosse à son retour d'Italie et avait compté sur ses doigts et menaçait de te rompre les os, que devient-il? Il est passé, sire. Quelques mois après la naissance de l'enfant. Quel âge a-t-elle au juste? 9 ans. Je lui ferai une position de princesse lorsqu'elle sera en âge de s'établir. Sire. Puis-je me retirer? Non. Allonge-toi là. Là, monseigneur? Oui, là. C'est le lit de feu mon père. Allonge-toi là. Eh bien, qu'attends-tu?
tout ce que tu as sur toi. C'est bien naturel, le soir qu'on a enterré son père. Et ça peut arriver à chacun, vous savez. Non, non. C'est la faute de cette gueuse, de cette catin. Je voulais qu'elle soit mise à mort après son forfait. Mais mon père a refusé. On ne m'a point vengé, et maintenant c'est moi qui suis comme mort. Et dans la galerie aussi, la première fois, vous n'aviez pas pu. Ce lit sent le malheur, je ne pourrai jamais y dormir. C'est un bon lit, sire. Un lit de roi. Il ne manque plus que d'y mettre une reine dedans. Le crois-tu vraiment? Oui, sire. Il vous faut une reine, sire. Vous verrez comme vous vous sentirez fort après. À ton tour de dormir, mon bon Lormet. Messire Chaplin, vous connaissez bien Madame Marguerite, puisque vous la confessez. Quel est le faible de sa nature? La chair. La chair. À grande nouvelle, en vérité. Mais encore. Proposez-moi un sentiment sur lequel je puisse peser. Dans l'intérêt du royaume, il me faut lui faire entendre certaines choses. Je ne vois, monseigneur, rien qui puisse la faire fléchir. Sinon ce que je vous ai dit. Cette princesse a l'âme dure comme une épée. La prison n'en a point émoussé le tranchant. Bon. Elle n'a pas changé. Elle a son âme dans ses jupes. A-t-elle eu ici l'occasion d'assouvir son âme? À ma connaissance, non, monseigneur. Bersumé n'a peut-être pas toujours gardé sa cotte de maille. Non, monseigneur. Je puis répondre de cela. Ah, je vous trouve pessimiste, messire Chaplin. Pas le moindre autre chose, alors. Non. Bon. Et une robe, la vôtre. Oh, monseigneur! Hey! Ça s'est vu. Aux croisades, on les a retroussés, les soutanes. Et pas seulement pour donner des coups d'épée. Pour ma part, je n'y vois pas offense. Au contraire. Oh, non, non. Non, non. Bon. Sa cousine. Est-ce qu'on ne se consolerait pas un peu entre dames? Joli tableau. Oh, monseigneur. Serait-ce un secret de confession que vous me demandez? Mon petit frère, si on vous a mis des servants de prison, ça n'est pas pour garder les secrets, c'est pour les répéter. Oh! À qui de droit? Alors, j'écoute. L'intérêt du royaume. Rien, absolument rien. Ni Madame Marguerite, ni Madame Blanche ne se sont accusés à moi d'être coupable de rien de semblable. Sinon un rêve. Pas innocente alors, mais prudente. Bon. Eh ben, nous ferons avec ce que nous avons. Vous savez écrire? Oh, certes, monseigneur. Alors, mon petit frère, vous allez me préparer un parchemin, des plumes, tout ce qu'il faut pour gratter une lettre. J'accompagne monseigneur auprès des princesses. Non, vous demeurez là, prêt à grapper dès que je vous appellerai. Oh, mesdames, pas de cérémonie entre nous. Je suis de la famille. À table. Blanche et moi, nous nous mettrons sur ce banc. Marguerite, là. Vive la reine. Alors, ma cousine, avez-vous réfléchi? Oui.
Et je crois bien que je refuse. Alors, vous ne parlez pas sérieusement? Si. Et je dis non. Marguerite, je suis votre ami. Il y a des affaires qu'on a intérêt à traiter chaudes. Louis est impatient de nature. Plus il attend, plus il vouait. Aujourd'hui, il est prêt à céder n'importe quoi pour obtenir ce qu'il désire. Consentez à signer cette déclaration. Après, tout ira très vite. Nul besoin du Saint-Siège. Le tribunal épiscopal de Paris suffira. Avant 3 mois, vous êtes libre. Si je ne signe pas? Alors on cherchera. Et on trouvera. On trouve toujours un motif pour annuler le mariage d'un roi. Aussitôt qu'il y aura un pape. Tiens, il n'y a donc toujours pas de pape. Et c'est bien là votre chance. Mais elle ne durera pas. Ces pieux cardinaux finiront bien par se mettre d'accord, après avoir vendu et revendu leur voix aux plus offrants. Avec un pape, Louis n'a plus besoin de vous. Oui, mais sans pape, il ne peut rien contre moi. Ne vous obstinez pas, mamie. Robert. Oui. Je ne vous ai encore jamais rien vu faire pour rien. Quel intérêt avez-vous? J'aime votre façon de déshabiller l'âme des gens. Parlons net. Je veux complaire à Louis. C'est au début des règnes qu'on obtient les plus hautes faveurs. Après, il est trop tard. Le pouvoir rend avare. Que vous importe en vérité de déclarer que votre fille Jeanne n'est pas de Louis puisque vous n'avez jamais aimé cet enfant? C'est vrai, je ne l'aime pas. C'est bien la preuve qu'elle est de Louis. Nous sommes sots de jouer ainsi au chat et à la souris. Nous nous aimons, Marguerite. De longtemps. Je t'enlève ce soir. Je te cache dans quelque douillette hôtellerie de couvent. Je veille sur toi. C'est vrai que vous êtes fort. Ah, pourquoi ne m'as-tu pas choisi pour amant au lieu de ce jeune niais? Que nous serions heureux, Marguerite. Nous commanderions à la France. Ah, pauvre Louis. Il n'est pas trop tard, Marguerite. Alors c'est dit. Je fais monter le chapelain qui attend en bas. Nous nous débarrassons de cette lettre et je t'enlève. Ruffian! Il attend en bas, le chapelain. Vraiment! Et ensuite, pour ma récompense, j'aurai droit à ce que tu me déshabilles! Ah, mon cousin. Vous venez d'en user avec moi comme les catins le font avec les hommes. Mais vous oubliez qu'à ce jeu, les femmes sont plus fortes. Et vous n'êtes qu'un apprenti. Je ne veux que ton bien, Marguerite. Tu te trompes du tout au tout. Je me donnerai bien à toi. Pour rien. Mais jamais je ne signerai cette lettre. Jamais, m'entendez-vous, Robert, vous me ferez avouer que ma fille n'est pas de Louis. Parce que s'il venait à mourir, ce que je souhaite de toute mon âme, alors c'est ma fille qui deviendra reine de France. Et il faudrait bien compter avec moi comme reine-mère. C'est une toute petite chance que vous courez là. Je n'en ai pas d'autre. Et je la garde. À votre gré, ma cousine. Vous, mon petit frère, vous êtes un bel âme. Où donc avez-vous découvert des faiblesses de chair chez vos pénitentes? Les chevaux! Monseigneur, les ordres. Quels ordres? Repayer ce que tu as reçu. La dépense du repas, monseigneur. Tu te la feras compter par messire de Marigny. Toi à Sienne, chez nos parents. Toi à Londres, chez notre cousin Albizzi. Toi à Bruges, tu sais où. Les routes sont encore sûres, le nouveau règne commence à peine. Bon, allez, allez, vous autres, allez. Quand le pouvoir est pauvre en or, il se découvre toujours de grands soucis de religion et de moralité.
Et quand les puissants se battent entre eux, ce sont les petits qui payent. Les Lombards sont tout désignés. Il peut y avoir pression, menace, perquisition, saisie, peut-être même torture et tourment. Mais j'ai des armes. La décharge, signée par l'archevêque. Oui. La preuve que Jean de Marigny, le frère de l'intègre intendant des finances et des bâtiments, a monnayé pour son propre compte le trésor des Templiers. Voilà pour le parti des bourgeois, mais du côté des barons. Artois. Oui. Le comte aux grandes bottes rouges. Il est le féal de Charles de Valois, lié comme deux doigts de la main. J'ai ses créances. J'ai aussi des pièces de son procès contre sa tante Mao. Et des papiers comme ceux-ci peuvent causer mort d'homme ou salut. Aussi, tu vas sauter sur le premier cheval et partir aussitôt. Mettre tout cela à l'abri. Mais mon oncle, où vais-je les déposer? Ni trop près, ni trop loin, dans un de nos comptoirs. À Naufle, qui sait si tu n'en profiteras pour encaisser cette vieille créance des châtelains de Cresset. Mon oncle, j'ai une idée. Oui. Notre comptoir de Naufle peut lui aussi recevoir la visite des sergents. Mieux vaudrait cacher des papiers comme ceux-ci chez des particuliers que nul ne peut soupçonner de les détenir. Chez les châtelains de Cresset, sans doute. J'imagine que leur fille, Marie, si les choses n'ont pas changé, ne refusera pas de m'aider. Tu promets, Filiomir. Un bon banquier doit savoir mettre l'amour au service de l'argent. Le règne commençait mal. L'hiver précoce était terrible. Il y avait de la disette dans l'air. Les décès allaient se multipliant. Pas bien firmine, notre nouveau roi. Il a surtout une bonne mine de cocu. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est Lombard, sire. Cet animal porte malheur. Qu'on le chasse! Souvenez-vous, mon père l'a reçu du banquier Ptolémée le jour où on a brûlé les Templiers. Allez, Madame Jeanne. Allez saluer Messire le Roi, votre père. Je ne veux plus voir cette bâtarde. Êtes-vous bien sûr qu'elle le soit, Louis? Il y a doute, cela me suffit. Louis doit avoir de bonnes raisons pour parler comme il le fait. Vous avez entendu, quand nous sortions de Saint-Denis, le mot qu'on a lancé à mon passage? Lequel? Ah oui, cocu. Bah. C'était un cri de reconnaissance, sire mon neveu. Celui qui l'a poussé était sûrement plus que vous, sans avoir, lui, la chance d'être roi. Je ne veux plus entendre ce mot. Je ne veux plus le deviner sans cesse dans la tête des gens quand ils me regardent. Robert. Alors? Elle ne cédera pas, sire, mon cousin. Et savez-vous sur quoi elle compte? Elle espère que vous mourrez avant elle. Eh bien, mon oncle, je croyais que vous aviez tout arrangé. L'annulation n'est pas pour demain. Et vous me condamnez tous à dormir seuls. Je vous ai promis l'annulation, Louis. Il n'est pas d'exemple qu'un souverain ne finisse par l'obtenir. Si l'on parlait plutôt de vous choisir une reine. Une reine belle de figure et qui vous donne une surdescendance. Mais dans la situation où se trouve Louis, il n'est pas libre. Et s'il ne veut pas prendre femme qui soit indigne d'un trône... Ah non, non, la couronne de France.
Je vous nomme à l'instant 10 princesses en Europe. Citez-moi une, plutôt. Tenez, l'idée m'en vient. Ma nièce, Clémence de Hongrie. Elle est de notre sang puisqu'elle est en joue. Son frère Caroberto règne sur la Hongrie et son oncle est roi de Naples. Quel âge a-t-elle? 22 ans. Allons, mon neveu, ce ne sont plus vos premières noces. Et puis, n'en êtes-vous pas guéri de ces fillettes qu'on mène à l'hôtel alors qu'elles jouent encore à la poupée et qui, en vieillissant, se révèlent mensongères et débauchées? Son visage? Son corps? Mon neveu, c'est la plus belle femme de Naples. On assure en effet qu'elle est fort belle. Elle n'est pas brune au moins comme la bourguignonne? Elle est blonde et de bonne race franche. C'est presque comme si vous l'aviez déjà dans votre lit. Mais si elle est telle que vous nous la décrivez, Charles, il y a peu de chances que sa pieuse famille consente aux fiançailles avant l'annulation. Ah non, non, je suis trop bon allié de mes parents de Naples. J'en fais mon affaire. Alors il faut tout de suite leur dépêcher une ambassade. Point trop de hâte, Louis. C'est là une affaire qui concerne le royaume. Elle doit être débattue en conseil. Fort bien. Alors je vais prier Marigny de réunir un conseil pour demain matin. Pourquoi Marigny? Le temps presse. Je puis fort bien moi-même réunir le conseil. Et avec votre permission, mon neveu, un conseil mieux digne de vous servir. Eh bien, faites comme vous l'entendez. Oh, mon beau cousin, comme vous la lui avez bien vendu, votre nièce Clémence. Mais dites-moi, Marguerite. Elle finira bien par consentir elle-même. Sinon, nous nous emploierons à la persuader. Messire de Presles est-il malade? Et messire Dubois et messire de Bourdonnais ont-ils été empêchés? Je ne vois aucun d'eux. Je n'ai pas eu charge de réunir le conseil. Messire de Marigny, le roi convoque à son conseil qui il veut, quand il veut, et comme il veut. C'est son droit de souverain. Le roi, messire. Pardonnez, messieurs, mon retard. Siégez, messire. Mon frère, ma première décision vous regarde. J'entends, lorsque le deuil de la cour aura pris fin, vous conférer la pairie pour votre comté de Poitiers, afin que vous soyez au nombre des pairs et m'aidiez à soutenir le poids de la couronne. À vous, Charles, j'ai résolu de donner en fief et apanage le comté de la Marche, avec les revenus et droits qui s'y attachent. Sire, de quelles affaires désirez-vous être informé? Il en est qui ne sauraient souffrir de retard. La rentrée des aides et tailles, l'état du trésor, la disette qui sévit dans les provinces. Messire de Marigny, le roi ne nous a pas convoqués pour ses affaires. Il les entendra plus tard. Son premier souci de bon souverain est celui de sa descendance et de la succession au trône. C'est cela. C'est tout juste cela, messire. Le roi considère donc qu'il doit dès à présent s'attacher à choisir une nouvelle épouse, et son attention s'est portée sur Madame Clémence de Hongrie. Messire de Marigny, que pensez-vous de ce projet?
Madame Clémence de Hongrie a sûrement de grandes qualités pour être reine, puisque la pensée du roi s'est arrêtée sur elle. Mais, à part qu'elle est la nièce de Monseigneur de Valois, ce qui, bien sûr, suffit à nous la faire aimer, on ne peut attendre d'un semblable traité aucun agrandissement du domaine. Ce que souhaitait toujours le roi Philippe. Ni aucune aide en cas de guerre. En d'autres mots, sire, je suis certain que votre père se serait montré opposé à cette union. Mon frère, le roi Philippe, était à coup sûr un grand souverain, mais nul ne détient sa pensée, ni le pouvoir d'en faire usage. Vous surtout, messire de Marigny, qui ne l'avez pas si heureusement conseillé lors des désastreuses alliances de Bourgogne. Certes, désastreuses. Monseigneur, puis-je rappeler que vous n'étiez point hostile à ces alliances lorsqu'elles se sont conclues? Ces désastreuses alliances de Bourgogne ont apporté au royaume plus d'accroissement qu'aucune guerre gagnée. Et puis enfin, si l'on peut rêver pour le roi de toutes les princesses de la terre, encore faut-il commencer par le démarier de l'épouse qu'il a. Bouville, votre conseil? Sire, la famille où vous iriez prendre épouse est de celle où l'on maintient fort bellement les traditions de la chevalerie, et nous aurions honneur à servir une reine qui... Bouville, c'est vous que nous avons décidé de dépêcher en ambassade auprès de Madame de Hongrie. Et au retour, puisqu'il nous faut un pape dévoué à nos affaires, vous passerez en Avignon pour bousculer un peu ce conclave. Les cardinaux, dit-on, sont gens qu'il faut acheter, alors vous vous ferez pourvoir d'or par messire de Marigny. Mais cet or, sire, où le prélever? Mais sur le trésor, bien évidemment. Le trésor est en difficulté, sire. En difficulté? Sire, mon neveu, si vous demandiez à messire de Marigny, par exemple, ce qu'il a fait de l'or que lui ont remis les Flamands, en échange du retrait honteux de nos chevaliers, cet or n'a certainement pas enrichi le trésor. Sire, je viens d'être devant vous accusé de détournement et de commerce, avec les ennemis du royaume. C'est plus qu'un homme d'honneur ne saurait entendre dans toute sa vie. Je ne tiens mes biens que des bontés du roi votre père, dont je fus en toute chose le second pendant 16 années. Nul en ce conseil qu'on a privé de loyaux serviteurs, nul ne demande la parole pour me défendre de telle vilenie. Vous-même, sire, vous vous taisez. Je vous demande de bien vouloir nommer une commission afin que mes comptes soient vérifiés. Des comptes dont je suis responsable devant vous et devant vous seul. Soit elle sera nommée. Jusque-là, vous voudrez bien ne plus avoir affaire avec notre trésor. Je m'en garderai bien, sire. Vous avez eu tort, mon frère. On ne force point un tel homme. Et pas de cette façon. M'accuser de trafiquer des traités. Le coquin, le brochet. Lui qui a passé sa vie à se vendre au plus offrant, pape ou empereur. Et l'autre, ce méchant petit roi à la cervelle de mouche qui ne pense qu'à serrer une femme dans son lit. Il m'a ôté la gestion du trésor, mais il a oublié le reste. Il a oublié qu'on ne me brise pas aussi facilement. Écrivez. Au très puissant, très aimé et très redouté sire, le roi Édouard d'Angleterre, duc d'Aquitaine. Sire, en l'état que me trouve le retour à Dieu de monseigneur, maître et suzerain, le très pleuré roi Philippe, et le plus grand que le royaume ait connu, je me tourne devers vous pour vous entretenir de choses qui regardent le bien des deux nations. Qu'on aille chercher mon frère l'archevêque. Il y va, sire, plus que de ma faveur ou de ma fortune. Ah, mon beau cousin, cette fortune qui m'a si longtemps trahi me sourirait-elle? Vous avez entendu mes partisans dans la cour? C'est tout juste s'ils ne réclamaient pas qu'on mette les pavois aux fenêtres. Jusqu'au vieux sire de Joinville, qui a transporté ici ses 91 ans pour m'apporter la caution de Saint-Louis. C'est toute l'ancienne chevalerie qui s'arrange derrière moi.
À propos, mon cousin, qu'avez-vous eu de Saint-Louis? Rien. Mon grand-père avait un fragment du doigt de la main gauche, mais c'est ma bonne tante Mao qui l'a gardé. Moi, je possède un os de son talon. Et je jure bien dessus que nous allons y revenir à cette bonne et droite société féodale qu'il nous a faite pour la grandeur de ce pays. Auparavant, il faut que j'envoie Bouville à Naples. Le roi m'en rebattra les oreilles tant que ce ne sera pas fait. Oh, rien n'est plus sacré qu'impatience de roi. Mais Naples est loin, mon cousin. Il faut y parvenir avec des présents. Une ambassade est aussi ruineuse qu'une fille bien faite. Mon cousin, comment croyez-vous qu'on puisse tenir table ouverte pour 60 convives toute l'année ronde, et avec 20 plats par service? De plus, j'ai 11 enfants. Cela représente bon nombre de serviteurs. Si nous autres, qui sommes nés, ne savons pas vivre au-dessus de nos moyens, que ce soit pour verser notre sang ou pour dépenser l'or des autres, qui le fera? Donc, fort le pied de mon grand-père. Tout ce que vous voyez ici est gagé, et plutôt 2 fois qu'une. Ce banquier dont vous m'aviez parlé. Tholomée, il est là. Il attend vos ordres. Monseigneur, que puis-je pour votre service? Eh bien, ce que peut un banquier. De l'or. Je l'entends bien, monseigneur. Mais l'or est un fruit dont il faut semer les graines. Les banquiers sont jardiniers. Je veux le fruit tout de suite. Je ne vous demande que de m'avancer une récolte certaine. Il me faut de l'or pour le trésor. Et à combien se monte votre besoin? 10 000 livres. Santa Madonna. Mais où le trouverai-je? À ça, messire banquier. Serait-ce donc vrai ce que je me suis laissé dire? Quoi donc, monseigneur? Que depuis la mort du roi Philippe, beaucoup d'or était passé de France en Italie. Pourquoi vous faut-il au juste ces 10 000 livres, monseigneur? Il nous faut à la fois rassembler le conclave pour élire un pape et obtenir de Madame de Hongrie son consentement au mariage de sa fille Clémence avec le roi Louis. C'est messire de Bouville que nous mandons d'abord à Naples, puis en Avignon. Il me faut l'argent du voyage. Et tout cela est certes bien pensé, monseigneur, et je vous souhaite le succès du fond du cœur, mais rien ne m'assure que vous marierez le roi, ni même que vous aurez un pape, ni même si cela était, que je reverrai mon or, à supposer que je sois en mesure de vous le fournir. Ce que je vous propose, c'est une créance sur le trésor. De quelle plus grande sécurité peuvent rêver des compagnies étrangères comme les vôtres? Hélas, monseigneur, le roi Philippe nous a montré bellement comment on payait les créances des Juifs et des Templiers. Avancer de l'argent au trésor, c'est péril de mort en cette rude époque. Connaissez-vous ceci, messire Tholomée? C'est une relique de mon aïeul. J'entends rendre au royaume les bonnes coutumes du roi Saint-Louis. Toutes les coutumes? Certes. Va-t-on rétablir, par exemple, le droit pour les barons de battre monnaie sur leurs terres? Oui. Va-t-on restaurer le droit de guerre privé? Oui. Le roi Philippe est donc bien mort. Alors, monseigneur, je crois que je serais mieux apte à vous appuyer. Peut-être serais-je en mesure de trouver à l'étranger l'argent que vous me demandez. En Italie, précisément. Précisément? Là où seront votre ambassade? Alors voilà qui est pour le mieux. C'est-à-dire, monseigneur, il sera nécessaire qu'un homme de ma compagnie escorte votre envoyé. Pourquoi cela? Afin de prendre l'argent en charge et d'en être comptable. C'est que les compagnies italiennes sont encore plus méfiantes que les nôtres. Et qui allez-vous trouver qui ne fasse mauvaise figure auprès de messire de Bouville? Mon neveu, Guccio. Oh, parfait. C'est un garçon fin, délié. De plus, il a bonne tournure.
Il aidera notre ami Bouville, qui ne doit guère parler le langage d'Italie, à se débrouiller sur les chemins. Va pour votre neveu! Décidément, monseigneur d'Artois obtiendra toujours de moi tout ce qu'il souhaite. Ouais. Hâtez-vous de préparer ce voyage, banquier. Il y va du bonheur du royaume. Alors, mon cousin, qui donc prétendait que les reliques du bon roi Saint-Louis ne faisaient plus de miracles? J'ai dit point de pape. Aussi longtemps qu'il n'y a pas de pape, ce méchant petit roi est dans ma main. Donc pas de cardinaux en rang et prêts à entendre Bouville quand il reviendra de Naples. Pas de paix en Avignon. Le contraire. On s'y dispute. On s'y déchire. Mon frère, la chrétienté a besoin d'un pontife. Oh non! Oh, dites ça à vos chanoines si cela vous plaît, mais pas à moi! Moi, je vous ai vu baver votre soupe et vous moucher dans vos doigts. Mon frère, vous savez que je ne veux que vous servir en tout. Et je pense que je pourrais mieux le faire encore si je deviens cardinal. Or, si je sème la discorde dans ce conclave déjà enclin à la mésentente, je risque de m'aliéner l'amitié de tel ou tel papable, Francesco Caetani, par exemple. Et si ce dernier se trouvait plus tard élu, il me refuserait le chapeau de... Votre chapeau, si jamais vous devez l'avoir un jour, c'est moi qui vous en coifferai, comme j'ai déjà tissé votre mitre. Pas de sots calculs, exécutez mes ordres. Sinon vous irez bientôt non seulement sans chapeau, mais sans chasuble, vêtu de bure, comme un misérable moine que vous seriez sans moi. Voici mes instructions. Vous envoyez en Avignon 2 émissaires, d'une sûreté absolue. Vous les faites se promener à Carpentras, Châteauneuf, à Orange, partout où les cardinaux sont éparpillés. Que l'un inquiète les prélats français, en leur faisant croire que le nouveau roi permettra le retour du Saint-Siège à Rome. Que l'autre dise aux Italiens exactement le contraire. Je veux retarder l'élection. Avez-vous compris? Messire de Para est arrivé. Qu'il vienne. Allez. Chauffe-toi, pareil. Ah, j'aurais dû le prévoir. Maintenant que le roi Philippe n'est plus là pour les tenir sous le fouet, les chiens se sont lancés sur moi. 2 missions pour toi, pareil. Elles relèvent toutes 2 de l'inspection des places fortes. Comment se nomme déjà le capitaine de Château-Gaillard? Bersumé. Ah, tu diras à ce Bersumé que j'ai su que Robert d'Artois avait eu accès auprès de Madame de Bourgogne. C'est contraire aux ordres que j'avais donnés. Seul le roi peut aller la visiter, et je ne crois pas que l'envie l'en prenne. Donc, si ce Bersumé tient à sa tête, qu'il se souvienne bien de ceci, aucun sauf-conduit n'est valable s'il ne porte mon sceau, ou le tien. Que souhaites-tu, monseigneur, qu'il arrive à Madame Marguerite? Qu'elle vive, et qu'elle ne voie personne. Ta 2e mission te conduira à Villeneuve, avec 3 compagnies d'archers, pour y renforcer notre garnison en face d'Avignon. Je dois agir secrètement? Non, au grand jour. Tu te montres. Tu fais défiler tes archers 6 fois de suite pour donner l'impression que vous êtes 2000. Je veux que les cardinaux d'Avignon croient à une parade de guerre. Adieu, pareil. Je dicterai tes instructions. Il y a là... Ah, qu'elles viennent. Messire, on ne vous a pas fait l'honneur de vous convier au conseil de ce matin. Aussi allons-nous tenir entre nous un conseil fort étroit. Siégeons, messire. Vous l'avez sans doute déjà appris, le roi vient de m'enlever la gestion du trésor. J'ai demandé qu'une commission soit nommée pour vérifier mes comptes. Je veux présenter des comptes bien nets. Pour ce faire, vous voudrez donner ordre à tout prévôt et receveur de finances, en tout bailliage et sénéchaussée, de payer les dettes du royaume sur le champ, qu'on règle les fournitures, les travaux en cours, tout ce qui a été commandé par la couronne, sans omettre ce qui regarde la maison de Navarre,
qu'on paye partout, jusqu'à épuisement de l'or, et même ceux qui pouvaient souffrir délai. Monseigneur de Valois veut faire main basse sur le trésor. Eh bien, qu'il vienne, il le trouvera vide, et pour longtemps. Signor Baglioni, dites-moi ce que vous pensez de ce portrait, maintenant qu'il est achevé. Je dis, madame, je dis qu'il vous ressemble à merveille, puisqu'il montre la plus belle dame que mes yeux aient admirée. Vous n'êtes point sincère, signor Baglioni. J'avais cru comprendre que vous aimiez en France quelques demoiselles. Et ne dit-on pas que pour qui aime, il n'est pas de plus beau visage au monde que celui dont on était pris? Ne vous moquez pas. C'est une dure épreuve que l'absence. Et je crois bien que j'ignorais combien je l'aimais lorsque j'avais le bonheur d'être auprès d'elle. Elle vous aime aussi? Oh, si j'en doutais, madame, je mourrais. Quand j'irai en France, si Dieu le veut, j'aurai plaisir à connaître celle à qui vous pensez tant, et dont vous m'avez tu le nom. Madame, s'il vous plaît de le connaître, elle se nomme Marie, Marie de Cressay. Elle est de noble lignage et elle a 16 ans. Eh bien, soyez heureux, signor Guccio. Je vous le souhaite. L'Italie vous fait maigrir, messire. Vraiment, vous trouvez? Ah oui. Je me demande si je n'aurais pas avantage à me teindre les cheveux. On n'en fait rien, messire. Si vous étiez noir des deux côtés, vous vous damneriez. Mais damné, pourquoi ça? C'est votre façon à vous de visiter les villes. À Sienne, au moment de partir, vous avez tenu à aller à la confesse. Bon. À Florence, vous avez récité votre acte de contrition. À cheval, tandis que nous piquions des deux. À Rome. Eh, mais à Rome, je n'ai pas souvenance que vous soyez repenti de quoi que ce fût. Bah, nous étions pressés, n'est-ce pas? Oui. Alors à Naples, je ne vous vois jamais. Ou plutôt à l'aube, quand vous rentrez. Aujourd'hui, vous aviez un surcot à manches de 2 couleurs, sans manteau, en janvier. Ça doit être la légèreté de l'air. Ah. Je ne me suis jamais senti aussi jeune. J'espère que vous ne venez pas me dire que le portrait est achevé. Il l'est, messire. Oh. Ainsi donc, vous allez repartir pour la France. Avec un regret infini, madame, car toutes les bontés qui m'ont été faites ici... L'écho en est parvenu jusqu'à nous. Mais votre mission est enfin accomplie, du moins presque. Presque, madame? Je veux dire qu'elle est réglée dans le principe, puisque mon fils et moi, nous donnons notre accord au projet. Mais cet accord, ne l'oubliez pas, reste à condition. À condition? Il ne sera définitif que lorsque votre maître sera libre de Madame de Bourgogne, libre très promptement et très réellement. Pas de malentendu, messire. Nous ne serions nous contentés d'une répudiation acceptée par des évêques de complaisance et que l'Église en haut lieu pourrait ensuite contester. Madame, comme j'ai l'honneur de vous en assurer, nous obtiendrons l'annulation avant peu. Allons, nous sommes entre nous. Ne m'assurez donc point de ce qui n'est pas fait. Madame, cette annulation est le premier souci de Monseigneur de Valois. Je connais mon gendre. En parole, rien ne lui résiste. Qu'il soit bien convenu que nous ne donnons pas de terre. La France me paraît en avoir en suffisance. Reste ce pape. Sur le chemin du retour, madame, je m'arrête en Avignon. Et nous aurons un pape, je vous en réponds. En Avignon, voyez donc, Monseigneur Duèze. Il nous est tout dévoué. Cela dit, fixons un délai. Nous ne sommes pas en peine de prétendants à la main de Madame Clémence. Et les princes ne manquent pas qui souhaitent l'avoir pour épouse. Disons que tout doit être réglé pour l'été. Savez-vous où nous nous trouvons? Au Foncé, à 1 lieue au nord d'Avignon. Le cardinal Duèze, que j'ai réussi à trouver en nous faisant passer pour des émissaires du roi de Naples, n'a rien trouvé de mieux pour passer inaperçu que de donner rendez-vous ici, en pleine rage de Mistral, à Messire de Bouville. Ah, excellente initiative, mon ami. Le cardinal et moi eussions été bien en peine de nous mentir en hurlant.
Je me présente à vous, monseigneur, de la part du roi de Naples. Mais vous venez aussi de la part du roi de France. Pourquoi souhaitez-vous me voir? Marigny est-il toujours aussi puissant qu'on le dit, ou bien feint-il de l'être encore? La vérité, monseigneur, est que je viens vous exprimer le souhait du roi Louis et de monseigneur de Valois d'avoir un pape au plus tôt. Un pape? Voilà 9 mois que le roi de France m'empêche par force ou par argent d'être élu. Aurait-on changé de décision à Paris en ce qui me regarde? Ou bien est-ce moi maintenant que l'on souhaite pour pape? On souhaite un pape. Un pape dont on attend, dès qu'il sera élu, un service. Lequel? C'est-à-dire, monseigneur, que... Le roi n'a-t-il pas pour propos de se remarier avec Madame Clémence de Hongrie? Qui dit cela? N'avez-vous pas séjourné 3 longues semaines à Naples pour en rapporter 10 000 livres des Lombards et un beau portrait de Madame Clémence? Annuler, certes, on peut toujours annuler, les raisons ne manquent pas. Est-on bien sûr que les portes de l'église étaient grandes ouvertes le jour du mariage? Le roi n'est-il pas un cousin trop proche de son épouse? Il suffirait qu'on ait oublié de demander la dispense. C'est bonne chose que les liens de parenté. Pour ce motif, on pourrait démarier à peu près tous les princes d'Europe. Oui, si vous deveniez pape, monseigneur, l'annulation vous semblerait-elle chose possible avant l'été? À tout prendre, une annulation paraît plus aisée qu'une élection. Mais elle ne peut venir qu'après. Où en est le conclave? Le conclave, il n'y en a point. Si on le réunissait, à quoi arriverait-on? À rien. Ah. Ceci est fort simple à comprendre. Le pape doit être élu aux 2 tiers des votants. Or, nous sommes 23, 15 Français et 8 Italiens. Il nous faut donc 16 voix. Les 15 Français plus un Italien, voilà qu'il faut la faire. Je puis vous garantir 3 Italiens sur 8, les 5 autres étant irréductiblement pour le cardinal Caetani. Avec les Français, nous sommes loin de compte. Ah, s'ils votaient ensemble, vous auriez un pape depuis longtemps. De combien êtes-vous sûr? D'aucun. Mais j'en ai 6 d'achetés par la généreuse entremise du roi de Naples. Bien, 6 et 3? Eh oui, messire. Cela fait 9. Il nous en manque 7. J'ai moyen de vous laisser quelques fonds. Combien comptez-vous par cardinal? Ceux-là ne seront pas sensibles à l'argent. Ils sont honnêtes? Non, rassurez-vous. Ils ont peur de Marigny. Tout reposerait donc sur Marigny. Tout. Sire, mon frère, la commission royale a terminé son enquête. Les coffres sont vides, mais les comptes Marigny sont purs. Les comptes. Chacun sait bien qu'on leur fait dire ce qu'on veut. Et chacun sait aussi que vous êtes favorable à Marigny. Je ne suis favorable à rien, Louis, sinon au royaume et à la justice. Si vous souhaitiez un autre rapport que celui de la vérité, il vous fallait désigner notre rapporteur comme moi. Je vous présente à signer le quitus qu'il convient de donner à Marigny. J'attendrai pour me prononcer d'avoir entendu Bouville, dont le retour m'est annoncé. Et qu'a donc à voir Bouville dans votre décision? Je veux avoir les nouvelles de Naples et celles du conclave. C'est notre oncle Charles de Valois que vous craignez de désobliger en rendant justice à Marigny. Et tout cela parce qu'il vous a promis une femme. Et vous sacrifieriez à cela un ministre intègre, le seul en ce jour qui sache conduire les affaires. En prenez garde, mon frère. Vous ne pourrez plus ensuite maintenir demi-mesure. Il vous faudra soit restaurer Marigny dans toute sa puissance, soit l'abattre complètement en le tenant coupable de crimes inventés et en le châtiant d'avoir été fidèle. J'ai besoin d'un pape. Notre oncle Charles de Valois vous en promet un pour chaque lendemain. Il finira sans doute par vous sortir quelque Caetani qui, à peine élu, voudra repartir pour Rome et de là-bas nommera vos évêques et régentera tout chez vous. Mieux vaut n'avoir pas de pape qu'un pape hostile à la France. Et Marigny, croyez-vous que son pape m'accordera l'annulation? Celui qu'il vous donnera sera conforme aux intérêts de la France. En tant que père du royaume, je vous donne conseil de signer. C'est accomplir un acte de justice. La justice n'appartient qu'au roi. Non, sire. Non, c'est le roi qui appartient à la justice.
crois-tu? Je vais me tuer. Je vais me jeter du haut de l'escalier. Oh, tu es folle. C'est à cause de toi que nous ne sortirons jamais d'ici. C'est ta faute. Tu n'as pas voulu écrire la lettre que te demandait Robert. Où vas-tu? Tu sais très bien que la porte est fermée. Je vais appeler. Je vais dire que je veux dormir. On me conduira dans ma chambre. Je me jetterai du haut de l'escalier. Ils vont revenir, Robert ou un autre. Ils ne peuvent rien sans ma signature. Louis doit crever d'impatience. Je promettrai la lettre. Mais cette fois, j'exigerai de l'écrire dehors, en Bourgogne, quand nous serons libres, toi et moi. Regardez-la. Elle se croit encore reine. Voyez la reine. Tais-toi. La reine. La reine. Nous sommes en train de devenir folles toutes les deux. Moi aussi, je n'en peux plus. Je suis à bout. À bout. Je vais écrire la lettre. Je dois écrire au roi. Alors, que dit-elle? Elle reconnaît et confesse que sa fille Jeanne n'est point du roi Louis, auquel elle reconnaît et confesse s'être toujours refusée de corps. Ou bien elle ment quand elle se confesse à moi, ou bien elle ment quand elle écrit. À qui a-t-elle dit de remettre la lettre? À Monseigneur d'Artois, pour qu'il la remette au roi. Et quels ordres est venu te porter, messire de Pareil? De rendre compte de tout à Monseigneur de Marigny. À ta place, capitaine, je remettrai la lettre au grand inquisiteur, qui est aussi le confesseur du roi. Elle a écrit « Je confesse ». C'est donc une affaire d'église. Vous avez fort bien fait de me l'apporter. Je vous en complimente. Assurez Madame Marguerite que sa lettre ira où elle doit aller. Et s'il lui vient l'envie d'en écrire d'autres, faites-leur prendre le même chemin. Comment se porte Madame Marguerite? Comme on peut se porter en prison, Monseigneur. Mais elle résiste mieux que Madame Blanche, dont l'esprit paraît un peu se déranger. Veillez à leur santé de corps, qu'elle soit nourrie et chauffée. Monseigneur, je sais que ce sont vos ordres, mais je serais fort en peine de les exécuter. Et pourquoi cela? Je n'ai point reçu la solde de mes hommes, ni de quoi renouveler les fournitures, qui sont fort chères dans nos régions où la famine sévit. Ce n'est point moi ces derniers temps qui ai gouverné le trésor. Mais les choses vont revenir en ordre. Vous serez payé avant une semaine. Merci, Monseigneur. Combien vous doit-on à vous-même? Tout près de 15 livres, Monseigneur. Attendez dans l'antichambre, je donne des ordres pour qu'on vous en verse 30 sur le champ. Alors, mon neveu, vous avez-je trompé? Admirez ce teint, ces cheveux couleur de miel, et cette belle noblesse de pose, et cette gorge, mon neveu. Quelle belle gorge de femme. Et dois-je dire au roi que Madame Clémence est encore plus avenante à contempler au naturel? Oh, elle est belle. Elle est vraiment belle. Quelle bonne idée vous avez eue là, mon oncle. Je vous en ségrerai hautement. Et vous, messire de Bouville, je vous donnerai 200 livres de revenus sur le trésor le jour des noces. Oh, sire, l'honneur de vous servir me récompense bien assez. Ainsi donc, nous sommes fiancés.
Il ne me reste plus qu'à être démarié. Oui, sire, et il faut que cela soit fait avant l'été. J'espère bien ne pas avoir si longtemps à attendre. Avant l'été? Qui a dit avant l'été? La reine Marie, sire. Elle a d'autres parties pour sa petite fille. Et encore que vous soyez certes le plus glorieux à ses yeux et le plus souhaité, elle a fixé un délai. Bah, ce n'était qu'un mot pour nous hâter et se faire valoir. Si l'annulation, à Dieu ne plaise, devait durer quelque peu, Madame de Hongrie prendrait patience. Ah, je ne sais pas, monseigneur. Elle a formulé son exigence de manière bien sérieuse et bien ferme. Avant l'été. Avant l'été. Et comment avez-vous trouvé le conclave? Mal en point, sire. Il m'a été donné de m'en entretenir longuement avec monseigneur Duez, qui, s'il était élu, vous octroierait l'annulation. Duez? Eh bien oui, pourquoi pas Duez? Il lui manque 7 voix, sire. Achetez les dons. Elles sont tenues par monseigneur de Marigny, sire. Comment les tient-il? Par la peur. L'heureux homme. Ainsi donc, vous m'assurez, Bouville, que seul Marigny peut venir à bout de cette affaire. C'est mon sentiment absolu, sire. Mon neveu. Mon oncle? Vous n'allez pas donner quitus à ce coquin. D'autres que vous, mon oncle, pensent que ces comptes sont francs. 6 des barons désignés pour faire l'examen sont de cet avis. Il n'est sur 8 que votre chancelier pour partager le vôtre. Sire, mon neveu, je vous supplie d'attendre. Marigny vous trompe, comme il a trompé votre père. Je vous avais dit qu'il me fallait un pape. Mais Marigny est opposé à Duez. Eh bien, qu'il en choisisse un autre. Elle vit. Dites-moi qu'elle vit. Elle respire. Depuis combien de temps n'a-t-elle rien mangé? 4 jours, un bouillon d'ortie. Maudite famine. Je la sauverai. Je jure que je la sauverai. Admire notre chasse de ce matin. Un corbeau qui s'était rompu la patte et un mulot. Un honnête bouillon pour toute la famille. Tout est piégé. On a beau promettre le bâton aux paysans, c'est le chasse pour eux-mêmes. Ils préfèrent recevoir le bâton, manger le gibier et survivre. Parce que les manants nous laissent, le prévôt nous le rafle. Portefeuille. Blaireau prévôt. Il arrive. Il agite un décret de Marigny. Et il exige le dernier grain de blé. La dernière volaille. On mange les chiens. Les champs ont fui, ils sont redevenus sauvages. On dévore l'herbe. Mais le froid s'en mêle et les gelées. Bonne famine, messire Prévost. Laissez. J'allais me mettre à dîner, me ferez-vous l'honneur? Volontiers. Ainsi, messire Prévost, dans un pays ravagé par la disette, vous imposez des dîmes en nature et faites saisir tout ce qu'il y reste à mâcher. Ah, messire Baglioni, c'est une grave question pour moi. Et une grande affliction, je vous le jure. Mais j'obéis aux ordres de Paris. Je suis tenu d'envoyer chaque semaine 3 charrettes de vivres, comme tous les prévôts de par ici. Parce que monseigneur de Marigny craint l'émeute et veut tenir sa capitale en main. Et quand vos sergents ramassent de quoi remplir 3 charrettes, ils peuvent très bien en remplir 4 et vous en gardez une. C'est que, voyez-vous, si l'on veut maintenir l'ordre dans le royaume, il faut bien nourrir ceux qui ont charge d'y veiller. Mais oui, c'est l'évidence. Vous agissez comme pour les tailles d'impôts, vous les avez en fermage. Il faut bien que vous payiez vos sergents. À propos, comment vous y prenez-vous? Vous doublez l'impôt? C'est que nous y sommes obligés. Déjà, pour avoir ma charge, j'ai dû fourrer la paume d'un des commis de Marigny. Un commis de Marigny, vraiment? Eh oui! Et j'y suis tenu chaque Saint-Nicolas, sans compter le receveur, le bailli, et au bout du compte... Oui, il ne vous en reste pas tellement pour vous. Messire Prévost, je déteste voir les gens malheureux. Oh, vous savez, en me privant un peu... Ah non, 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 je ne parlais pas de vous. Je parlais de mes commis de Naufle. Tenez, voici 20 livres. Je vais emporter du sel, de la farine, des fèves, de la viande séchée et de la viande fraîche. Et chaque semaine, vous leur en ferez même livraison. Oui, mais... Ah non, ne me remerciez pas. À propos, messire, comment vont vos comptes? Mes comptes? Ceux des châtelains de Cresset. Ne les ai-je pas réglés à votre entière satisfaction? D'ailleurs, j'ai fait gratter mes livres. Il reste la rature, messire Prévost.
Venez, messire Baglioni. Je vais vous faire préparer ce que vous désirez emporter. Du miel. Oh, du miel. Marie, où sont les papiers que je vous ai confiés? Il me les faut absolument, il y va de ma vie et de celle de beaucoup de personnes importantes. Ils sont dans la chapelle, au fond du caveau de mon père. Dites à ma mère que vous désirez y aller seule, priez pour ma guérison. Merci, Marie. J'ai eu si peur. Oh, si peur de mourir sans vous avoir revu. Marie, j'ai quelque chose à vous dire. Je vous aime. Je suis contraint de partir, mais sous peu je reviens vous chercher, je vous le promets. Disposez de moi à votre guise, si Dieu veut bien que je vive. Vivez. Pour moi. Je vous le promets. Pour vous. Un homme aussi puissant et aussi averti que Messire Enguerrand ne s'est pas risqué à mettre les mains dans les coffres du roi. S'il a trafiqué, c'est d'une manière plus savante. Alors qu'avez-vous à proposer pour en venir à bout? Attention, banquier, c'est une chasse à mort. Quand on ne peut abattre son ennemi de face, il faut lui serrer la main et se préparer à l'attaquer de flanc. Et le flanc de notre adversaire, c'est la province, là où ces gens agissent loin de ses regards. Vous en savez plus long que vous ne dites, messire. Non, je dis simplement qu'il se pourrait bien qu'en certains endroits, la moitié seulement des tailles perçues parviennent au trésor. Et si j'en crois mon neveu Guccio qui revient de Naufle, ce qu'on ne prendrait point en argent, on le prendrait en vivres, qu'on revendrait à des prix prohibés. Ainsi donc Marini toucherait. Vous en êtes sûr? Sinon lui-même, c'est commis, peu importe, on touche. Je sais un prévaricateur qui, confondu, peut faire un excellent témoin, ou mieux même un faux témoin. Essayez surtout, monseigneur, d'avoir le bas peuple avec vous. Aujourd'hui, il crève de faim. Offrez-lui un responsable à sa misère. Un merveilleux allié, le peuple. On se sert de lui et après on ne lui doit rien. Demandez au roi d'ouvrir une enquête. Ce sera difficile. Pour l'instant, il est tout entiché de Marigny et de son frère l'archevêque, dont il attend un pape. Je me charge de l'archevêque, monseigneur. De quelle arme disposez-vous contre celui-là? Mieux qu'une arme. Une muselière. Le bonhomme est très fort. Beaucoup plus fort que nous. Plus fort, plus fort. Ils disent ce que nous pensons. Les choses paraissent plus évidentes une fois prononcées par lui, c'est tout. Alors, mon cousin, qu'allez-vous faire? Suivre le conseil de votre banquier, mon cousin. Serrer la main de Marigny et obtenir du roi la convocation des prévôts. Sire, merci. Ainsi, vous voilà rassemblés, messires les prévôts, les baillis, les sénéchaux de France. Vous comparaissez par devant le roi, qui est assisté de ses pairs, de ses barons, de ses dignitaires et officiers de la couronne. Ce matin, messires, je m'en réjouissais. Il m'était enfin donné de faire éclater au grand jour la loyauté de mes services. Oui, j'étais fier, fier de moi, fier de vous. Mais que viens-je d'entendre? Mes oreilles se refusent à le croire. Comment? Tandis que
disette ravage nos campagnes, tandis que le royaume gémit de faim. On gaspille, on abuse, on fraude, on tond le bon peuple, on le réduit au désespoir et à la mort. Et qui fait ça? Vous, les prévôts, les baillis, vous qui devriez prêcher l'exemple, vous que je désirais irréprochable. Mais vous rendrez gorge, vous restituerez tout. Qui a trompé et affamé les humbles sera châtié. Beaucourroux. C'est un fier rôle que vous venez de jouer là devant nous, messire de Marigny. Si je n'étais mieux informé, je crois que les larmes m'auraient jailli des yeux. Pourquoi tonner de la sorte au nez de ces coquins, puisque vous partagez avec eux? S'il se trouve dans toute cette chiennaille, s'il se trouve parmi ces mauvais serviteurs du royaume, un seul pour affirmer en conscience et jurer sur la foi qu'il m'a soudoyé en quelque manière, je veux qu'il approche. Je veux qu'il se montre. Eh bien, parlez. Dites ce que vous savez. Notre bien-aimé roi est là pour rendre sa justice. Sire, je suis un grand fautif. Mais j'ai été obligé par un des commis de Monseigneur de Marigny, qui chaque année me réclamait le quart détail. Pour lui? Pour son maître. Le nom du commis, qu'il comparaisse, le nom. Eh bien, dites-le. Gravier. Martial. Martial Gravier. Quel bailliage? Naufle-le-Château. Naufle. Martial Gravier est mort. Voici 5 années, sire. Non, non, ça n'est pas Gravier. Je confonds. Je veux dire Berthomieux de Pontchartrain. Il est au comte de Dreux, pas à moi. Sire, cette déposition n'est que félonie. Elle a été dictée par mes ennemis à ce mauvais serviteur et apprise avec trop de hâte pour qu'il la retienne. On ose m'accuser de vol. C'est la seconde fois que messire de Valois s'y autorise. C'est une de trop. Vous ne la tolérez pas. Sire, cet homme est un méchant homme. Il est la cause des extorsions dont on se plaint. Je suis prêt à faire la preuve qu'il est un voleur et qu'il a trahi le royaume. Sire, mon neveu, si vous ne le faites pas arrêter sur le champ, je jure Dieu que je ne reparaîtrai plus à la cour ni dans votre conseil. Vous en avez menti par la gueule. C'est vous qui mentez. Oh non, comment osez-vous? Marigny, reprenez empire sur vous-même, je vous en donne l'ordre. Veuillez rentrer chez vous et attendre que le calme soit revenu en chacun. Monseigneur. Partez, Marigny, vous dis-je. Bouville, reconduisez-le. Je le ferai pendre. Aussi vrai que je suis, je le ferai pendre. Une muselière? Oui, pour archevêque. Monseigneur de Valois en a besoin, sur le champ. Le roi a donné jusqu'à ce soir pour démasquer Marigny. Monseigneur, vous me demandez de me dessaisir d'un outil qui peut nous sauver la vie, à moi et à tous mes amis. Décide-toi, banquier. Si tu joues Monseigneur de Valois, il gagne. Il rétablit les anciennes coutumes, ce qui sert tes affaires. De surcroît, tu es assuré du remboursement des 10 000 livres que tu lui as prêtés. Seulement, fais vite. J'ai très mal dormi ces derniers temps, Monseigneur, et j'ai beaucoup pensé, notamment aux ordonnances de Monseigneur Saint-Louis. Il m'est revenu en mémoire que l'une d'entre elles stipulait la spoliation des banquiers lombards et leur interdisait pour un temps d'habiter Paris et de s'y livrer au commerce. Alors, je suis très inquiet. Que craignez-vous? Monseigneur de Valois vous l'a dit. Il vous soutient, il vous protège. Oui. Nous aimerions mieux, mes amis et moi,
Tout cela par écrit. Aussi avons-nous présenté une requête au roi, afin qu'il confirme nos privilèges coutumiers. Le jour où le roi approuve notre charte, nous vous donnons ce papier. Un très beau document. Assez joué, Ptolomée. Votre charte sera signée demain. Mais il me faut ce soir, la muselière. Ce soir? Que s'est-il donc produit à Vincennes? Votre prévôt a bafouillé. Il a mal récité sa leçon. Si vous étiez banquier, monseigneur, vous joueriez encore Valois? Si Marigny reste en place, pour vous, le péril est grave. Moins que pour vous, monseigneur. C'est pourquoi il faut nous en débarrasser. Le hutin veut une femme. Pour ça, il lui faut un pape. Si on lui prouve que Marigny y met obstacle, il sacrifiera Marigny. Et vous voulez vous servir du frère contre le frère. Cela peut réussir. Alors, banquier, la muselière. Tenez aussi. Il y a des risques qu'il faut savoir prendre. Des biens ayant appartenu aux Templiers, détournés par l'archevêque de Sens, le propre frère de Marigny. L'on me rapporte que vous et votre frère vous opposez de toutes vos forces à l'élection du cardinal Duez en Avignon. Grâce à vous, le conclave ressemble à un collège de fantômes. Vous semblez oublier, monseigneur, que le conclave dépend des cardinaux et non de nos désirs. Soit. Mais si la chrétienté peut se passer de pape, l'archidiocèse de Sens peut aussi bien se passer d'archevêque. Serait-ce une menace contre un ministre de Dieu? Connaissez-vous ceci, monseigneur? C'est une décharge pour une importante somme d'argent qu'a versé un banquier lombard nommé Ptolomée à un prince de l'Église qui a détourné certains biens des Templiers. Et elle est signée Jean de Marigny. C'est un faux! J'en étais sûr! Il faut punir ce banquier faussaire, monseigneur. Hâtez-vous de faire procès devant le roi. Sinon, nous nous chargerons nous-mêmes de faire éclater la justice. Que m'imposez-vous? Abandonnez le parti de votre frère, qui ne vaut plus rien. Et venez révéler au roi Louis ce que vous savez de ces méchants ordres touchant le conclave. Croyez-vous que le roi m'en tiendra quitte? La dilapidation des biens du temple est affaire vénielle, comme tout ce qui a trait à l'argent. Contrarier les vœux du roi en soutenant les agissements de votre frère est manquement grave, comme tout ce qui a trait à l'État. Vous m'avez ouvert la conscience, monseigneur. Il était temps. Je suis prêt à racheter mon erreur dans le sens que vous me dicterez. Auparavant, j'aimerais que le parchemin me fût rendu. Le voilà. Il suffit que Monseigneur de Valois et moi-même l'ayons vu. Notre témoignage vaut devant tout le royaume. Un autre! Sire, je croyais que vous aviez juré de ne plus jamais reparaître devant moi. Vous m'aviez donné 24 heures pour démasquer Marigny, c'est chose faite. Voici Monseigneur Jean, l'archevêque, qui vous dira lui-même quels ordres il a reçus de son frère pour empêcher que le conclave n'élise un pape. Je ne veux pas le voir. Quoi cela m'avance-t-il de savoir que Marigny me trompe? Marigny, toujours Marigny, vous ne parlez que de Marigny. Si je le châtie d'ici l'été, cela me donnera-t-il un pape? Et si je vous procurais le moyen de vous passer d'un pape? Qui nous dit que Marguerite n'est pas près de sa fin et qu'on ne se plaît pas à nous le cacher? L'hiver a été froid. Les prisons sont mauvaises pour la santé des femmes. Il conviendrait d'aller voir
à Château-Gaillard. Il est vrai que l'émotion d'une visite pourrait lui être fatale. Suis-je sot? L'idée ne peut se réaliser. Pourquoi? Marguerite n'a pas le droit de recevoir de visiteurs. Qui a dit cela? Marigny? Dommage. C'est bon. Je vous donne Marigny. Je lève ma main de dessus lui. Alors, ma cousine, votre santé ne va pas à merveille, à ce que je vois. De quoi souffrez-vous? De tout. Je sais même plus si je vis. Tout va bientôt être fini, ma cousine. Vos ennemis sont abattus. Êtes-vous en état d'écrire? Chaplain. Je vais vous dicter la lettre que le roi attend. L'annulation a été prononcée. Mais comment le serait-elle, ma cousine? Puisque vous vous êtes refusé de signer ce qu'on vous demandait. Je n'ai rien refusé. J'ai accepté, j'ai tout accepté. Reprenez vos esprits, ma cousine. C'est maintenant qu'il faut accepter ce que je vais vous conseiller. Enfin, Robert, je vous ai écrit une lettre pour que vous la remettiez à Louis et où je vous disais tout ce que vous souhaitiez, que ma fille n'était pas de lui. Quand avez-vous écrit cette lettre? Il y a longtemps. Des semaines. 2 mois, peut-être. Depuis, j'attends que vous veniez me délivrer. À qui l'avez-vous confié? À Père Sumé. L'as-tu remise? Réponds, à qui? Lâchez-moi, monseigneur. À qui? À monseigneur de Marigny, j'avais des ordres. Est-ce que je m'appelle Marigny? Quand on te charge d'un pli pour moi et c'est à un autre que tu dois le remettre. Il m'avait affirmé... Ah, tais-toi, animal, tu es trop bête! Moi, tu es fidèle à Marigny. Mais je t'enverrai le rejoindre dans son cachot au Louvre. Vous avez entendu, ma cousine? Je n'ai jamais reçu cette lettre. Marigny l'a gardée. Il est notre ennemi à tous. Cette lettre volée en fournit une nouvelle preuve. Aujourd'hui, il est arrêté. Et je viens recueillir vos griefs contre lui, afin de hâter à la fois la justice du roi et votre grâce. Que dois-je déclarer? Je vais dicter pour vous. Sire, mon époux, je me meurs de chagrin et de maladie. Je vous supplie de m'accorder pardon, car je sens que j'ai bien peu à vivre. Tout est de la faute de messire de Marigny, qui m'a voulu perdre dans votre estime et dans celle du feu roi, par dénonciation dont je jure la fausseté, et qui, par odieux traitement, m'a fait réduire à la misère où je suis. Attendez. Je vous assure que je n'ai jamais cessé de vous être épouse obéissante dans la volonté de Dieu. Tous les aveux que vous m'aviez demandés. Ils ne sont plus nécessaires, ma cousine. Ce que vous
vous allez signer ici remplacera tout. Blanche. Que va-t-elle devenir? A-t-on pensé à Blanche? Ne vous en souciez pas, ma cousine. Signez. Tout sera fait pour Blanche. Adieu, ma cousine. Je vous souhaite de bien reposer. Robert! Oui? L'autre fois, quand vous êtes venu, vous vous souvenez? Oui. Quand vous avez voulu me prendre. Oui. Vous me désiriez, vraiment. Oui. Marguerite. De toute mon âme. C'est fait, monseigneur. Pas de traces? Je ne pense pas. La face ne sera pas noire. J'ai rompu les os du col et j'ai remis le lit en place. Il fallait qu'elle meure, Lormay. Pourtant, elle avait un corps tout entier fait pour l'amour. Oh, une besogne. C'est tout de même bon d'être vivant, monseigneur. C'est bon. La brume se lève. Ça va être une belle journée de soleil. Corpus Domini nostri Jesu Christi, custodiam minimum tuam in vitam aeterna. 5 Vinis Domini nostri Jesu Christi, custodiam animam tuam in vitam aeterna. Mon fils, déchargez votre conscience. Faites l'aveu des fautes pour lesquelles vous êtes condamné. Non, mon père. Cela, je ne le puis. Je n'ai jamais voulu envoûter le roi notre sire, ni aucun prince royal. De ma vie, je n'ai volé personne. Et le trésor, moins que quiconque. Toutes mes actions ont été commandées ou approuvées par le feu roi mon maître.
Pour de justes causes, j'ai accompli des actes injustes. De cela, mais de cela seul, mon père. Je me repens. Où me conduit-on? À Montfaucon, messire. C'est fort bien ainsi. J'ai fait reconstruire ce gibet. Je finirai dans mes œuvres. Qu'on ne me maintienne point. Tu entends ces coups frappés dans la galerie? C'est la statue de Marigny qu'on détruit. Je ne le verrai plus me guetter de son œil de pierre. Je l'ai fait pendre. Mon peuple est content. N'est-ce pas, Eudeline? Certes, monseigneur Louis. Chacun se plaît à croire que les temps du malheur sont finis. C'est bien. Je veux qu'il en soit ainsi. Je t'avais promis d'assurer l'établissement de ton enfant. Sire, cet enfant vous bénira jusqu'à son dernier jour en ses prières. C'est justement ce que j'ai décidé. Quel prix? Elle entrera en religion au couvent de Saint-Marcel, qui est réservé aux filles nobles, et où elle sera mieux que nulle part. Est-ce donc cela, sire, que vous voulez pour elle? La cloîtrée. Eh bien quoi, n'est-ce pas un bon établissement? Et puis, il faut que cela soit, elle ne saurait rester dans le monde. Et je trouve bon, pour notre salut et le sien, qu'elle rachète par une vie de piété la faute que nous avons commise en sa naissance. Quant à toi, je vais te donner la charge de surveiller à Vincennes les meubles et le linge, afin que tout soit prêt chaque fois que j'y viendrai. Je suis votre servante. Et vous obéirez. J'aurais vu cela, je l'aurais vu. Cet homme-là n'était pas notre ami. Les barons se font gloire de sa chute, mais nous y avons pris bonne part. L'heure est venue pour chacun d'en tirer avantage. Le royaume ne va plus être qu'un gigantesque banquet. Vois-tu, Philiomir, Sir Philippe était un grand roi, même s'il ne servait pas nos affaires. À présent, on va gaspiller l'héritage. Toi-même, as-tu quelques souhaits? Oncle Spinello, je voudrais gérer le comptoir de Naufle. Quoi? Oh, un petit comptoir de campagne qui fonctionne avec 3 commis. Oh, tu as de petits rêves. Non, mon oncle, j'ai un grand amour. Marie m'aime, elle a grand besoin de moi. Une fille de noblesse. Tu vas te mettre dans de gros ennuis. Vouloir nous faire vivre l'un sans l'autre serait nous faire mourir, mon oncle. Allez, va, mon garçon, va. Marie-toi comme il te plaît. Merci, mon oncle. Ah, Guccio, c'est une chance de vous rencontrer. J'allais dépêcher un écuyer à vous quérir. J'ai une bonne nouvelle à vous apprendre. Une très bonne nouvelle. Je sors de chez le roi et nous repartons pour Naples, où nous allons quérir la future reine de France. Il ne restait plus à Château-Gaillard qu'une princesse captive, égarée de douleur, qui pleurait sur le corps de l'infortunée Marguerite. Si un certain matin de mars 1314, Robert d'Artois, le baron écarlate, n'avait tramé complot contre les filles de Bourgogne, rien aujourd'hui ne serait pareil. Et sans le zèle obtus de Bersumé, Enguerrand de Marigny serait toujours aux affaires. L'héritage du roi de fer roidement maintenu, et la reine de France installée dans un couvent tranquille, au lieu de pourrir à Château-Gaillard le col rompu. Infortuné royaume de France.